L'émission où t'es à la bouche. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Y a pas moyen. Je suis sur le mec qui tue des gens. C'est devenu un peu une tradition. Tous les ans au mois de décembre, notre envie de vous faire découvrir des films qui sortent un peu des sentiers battus s'en trouve d'autant plus justifiée que c'est le moment parfait pour faire des cadeaux. Certes, on ne pourra pas s'empêcher de chroniquer une sortie indispensable, mais on a quand même gratté un peu pour trouver de quoi étonner vos proches et votre cinéphilie avec des œuvres remplies de bonnes intentions, un peu comme nous. Alors allons-y mes enfants, les bons films de Noël, c'est ici que ça se passe. What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. If I could guarantee that you'd get away with it, would you kill him? Pour commencer les surprises de Noël, le film qui arrive se destine directement aux amateurs de science-fiction travaillée et de séries B ambitieuses. Oui, vous savez, le genre à vous faire chauffer les méninges tout du long en imaginant le scénario sous forme de schéma. Vous aimez les voyages temporels, mais pas... Vous aimez les voyages temporels, les paradoxes structurels et les casse-têtes, alors c'est peu dire que Prédestination est fait pour vous. Dans la famille des artisans qui font leurs films de genre dans leur coin, non sans difficulté, mais avec une ambition certaine, les frères Spierig se posent là. Si leur premier long métrage Undead était passé assez inaperçu, ils ont impressionné pas mal de monde avec le sympathique Daybreakers, qui mettait en scène une dystopie à base de planètes contrôlées par les vampires, avec une race humaine en voie d'extinction. Un concept somme toute super alléchant, qui fait d'ailleurs sens quand on voit combien leur nouveau bébé Prédestination partage la même envie de cinéma, en adaptant la nouvelle Vous les zombies, écrite par Robert Heinlein. Alors non, ils n'ont pas troqué les suceurs de sang pour des bouffeurs de chair, puisque l'œuvre en question a la réputation d'être l'un des écrits définitifs sur la question des paradoxes temporels et des boucles qui les accompagnent, avec un récit n'hésitant pas à les mêler les unes aux autres. Le résultat était tout, sauf dépourvu de complexité, comme en témoigne cette version cinéma sur laquelle les frères réalisateurs ont dû un chouïa saigner du nez pour que le programme colossal du récit tienne la route de manière fluide. Initialement, il est question d'un agent temporel qui va tout faire pour capturer un terroriste fou dont les bombes ne tarderont pas à ravager un quartier entier de New York. L'exposition super efficace du film pose ça en 2 temps 3 mouvements avec une certaine classe, la voix off d'un Ethan Hawke fidèle au poste depuis leur précédent film, s'occupant de nous expliquer ce qui semble être les bases d'un scénario visiblement assez classique. Sauf que cette exposition, qui donne à croire que l'on est face à une œuvre matinée d'action et d'espionnage avec une petite touche de testostérone, va vite finir par s'estomper totalement lorsque le personnage se retrouve dans un bar en tant que serveur et commence à taper la discute avec le dernier client arrivé dans l'établissement. On embraye alors sans le savoir sur près de 40 minutes d'une toute nouvelle exposition avec du flashback à l'appel, centré autour du destin d'une femme au parcours pour le moins rocambolesque. Forcément, lorsque l'on passe 1 heure entière à mettre en place une histoire, il y a de quoi trouver le ton long, autant qu'on est bien loin de l'idée initiale que l'on pouvait se faire de Prédestination. Maybe not. Cela permet en réalité aux frères Spierig de bien poser les cartes pour la suite du récit, puisque l'on va passer le reste du métrage à faire des allers-retours avec Ethan Hawke pour mieux démêler les zones d'ombre d'une intrigue bien plus humaniste et touchante qu'elle en a l'air, mais tout aussi retorse et complexe. Don't interrupt. En effet, le personnage joué par Sarah Snook va avoir une importance capitale dans le récit, certains passages de sa vie s'apprêtant à être revisités par la suite, installant au passage les piliers émotionnels du film. On n'en dira pas plus sur l'histoire de peur de trop en dire, surtout que l'ensemble réserve quelques surprises dans sa progression, même s'il faut bien admettre que le film repose bien trop lourdement sur son twist final, grillable par ailleurs à des kilomètres. Et d'ailleurs je vous conseille de ne pas lire ce qui a marqué derrière le Blu-ray DVD parce qu'il spoil la fin. Si Prédestination est une œuvre notable, c'est tout simplement dans le courage indécent dont elle fait preuve, tant elle s'en prend frontalement au mécanisme des boucles temporelles.
Une fois le scénario réellement lancé, suivre Ethan Hawke revient à traverser un immense dédale de strates narratives dans lequel on aime se perdre pour mieux reconstruire le puzzle. C'est le bordel, diront certains, et il va sans dire qu'on peut aisément s'arracher les cheveux à essayer de reconstituer fidèlement l'organisation des différentes temporalités. Il est même plus facile de s'y perdre tant le système est poussé jusque dans ses derniers retranchements, bien loin de la simplicité apparente du premier Terminator par exemple. À trop vouloir pousser les canevas d'une telle architecture narrative, on peut même dire que Prédestination finit par en toucher les limites, tant la boucle qu'il représente semble improbable. Et pourtant c'est aussi là la force du film, puisqu'elle est autant absurde dans l'absolu que chez Cameron et son robot tueur, ou d'autres qui se sont essayés à cet exercice ô combien casse-gueule auparavant, notamment le récent et foutrement prétentieux Looper. Ce serait même vain d'aller reprocher ce jusqu'au boutisme à Prédestination, puisque contrairement à beaucoup d'autres avant lui, il est clairement conscient de ses propres limites, certains dialogues parlant ouvertement d'un serpent qui se mord la queue, ou posant la question fatidique de qui en premier entre la poule et l'œuf. Ce à quoi il répond à un moment le coq. Alors évidemment, en fouillant un peu et en retournant le bazar dans tous les sens, il est fort possible d'y trouver des failles ça et là pour les discuter pendant des heures, afin de se convaincre en chaîne que ça marche ou non. Non, parce que ça marche en fait, mais quand tu réfléchis... Non, parce que ça marche. Quoi que ça marche. Ça marche pas, je te dis. Ça marche, ça marche. Sauf que vous pouvez aussi regarder tout ça en essayant de garder un minimum de distance pour ne pas finir complètement schizo, parce qu'après tout, les deux frangins ont dû largement brûler le nombre de neurones nécessaires pour que leur bébé soit un minimum viable. Ce qui est sûr, c'est que Prédestination vaudra son pesant de prise de tête, mais s'avère en fin de compte extrêmement ludique. Et comme il est fabriqué avec élégance, incarné par des comédiens super investis et qu'il transpire l'amour du genre par tous les pores, vous pourrez bien passer outre sa trop longue intro, car ce serait bien dommage de ne pas lui accorder un peu de matière grise. I know where I come from, but where do all you zombies come from? What if I could put him in front of you? 5, 6, and. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Le Père Noël réserve toujours quelques surprises et cette année il fait ça drôlement bien puisque le film qui va suivre sort le 24 décembre. Enfin ça à la limite on s'en fout, mais surtout parce que c'est une putain de bombe. Faites sonner les trompettes, accordez vos instruments et préparez-vous à taper sur les fûts, car on ne pouvait pas quitter 2014 sans mentionner une bonne grosse claque, que dis-je, un chef-d'œuvre et j'ose le mot, j'ai nommé Whiplash. Derrière ce titre un chouïa barbare, qui ferait fuir n'importe quel érudit, se cache le deuxième long métrage de Damien Chazelle, un réalisateur américain passionné par l'univers du jazz et de la batterie. Ça tombe drôlement bien dis donc, puisque c'est le sujet de son film, qui a fait carton plein partout où il est passé depuis un an, récoltant notamment prix du public et du meilleur film au Festival de Deauville et de Sundance, excusez du peu. Heureusement d'ailleurs, car on imagine mal qui aurait pu faire face à une œuvre aussi galvanisante et passionnée, qui suit le parcours d'un jeune batteur entrant dans la meilleure école de musique aux États-Unis, dans laquelle il va tout faire pour se faire remarquer par un chef d'orchestre réputé tyrannique qui a lancé bien des carrières dans le domaine. I'm sorry. What's your name? Andrew Naaman, sir? You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? Forcément, il va vite lui taper dans l'œil ou dans l'oreille, devrais-je dire, ce qui va laisser place à une relation maître-élève des plus hargneuses et tourmentées, dans un milieu où la quête de perfection absolue gangrène tout rapport humain, vampirise la vie privée et pousse surtout chacun à se dépasser comme jamais. C'est dans ce contexte peu propice à la joie et la bonne humeur que le héros incarné par Miles Teller va se donner corps et âme, dans l'optique de satisfaire un homme qui est à la fois son idole et son bourreau. Bouleversant son train de vie quotidien, il va se défoncer nuit et jour sur ses caisses et cymbales, dans l'espoir de sortir deux morceaux précis, Whiplash de Hank Levy et Caravan de Duke Ellington et Juan Tizol, avec le tempo exact demandé par son professeur. Véritable descente aux enfers dans une discipline où la passion devient vite maladive, Whiplash tire tout d'abord sa force de son duo principal, mené par un Miles Teller qui confirme son plein potentiel dans la nouvelle génération d'acteurs indépendants, et par un J.K. Simmons qui livre là la performance la plus impressionnante de sa carrière.
Connu pour être le rédacteur en chef colérique du Daily Bugle dans les Spider-Man de Sam Raimi, Simons profite de tout son charisme et de son don pour l'agressivité verbale dans ce rôle de tuteur pointilleux à l'extrême, tel le digne successeur du sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Une référence imposante à laquelle l'acteur se confronte les doigts dans le nez, tant le film multiplie les échanges sur le fil du rasoir, en montrant bien comment le perfectionnisme dictatorial du monsieur ne laisse absolument rien passer et ne plie devant aucune faiblesse, avec une exigence qui explose tout sur son passage. À ce petit jeu, certaines scènes du film, où les musiciens doivent répéter inlassablement le même extrait en étant interrompus toutes les 2 secondes, sont éprouvantes, tant elles retranscrivent avec brio la frustration totale, la peur de l'échec et la compétition enragée qui régissent l'ambiance des conservatoires travaillant à ce niveau de maîtrise. Le script est d'autant plus juste qu'il fait habilement le parallèle avec la vie familiale et sentimentale du personnage principal, où personne autour de lui ne se rend compte du niveau d'implication physique, technique et psychologique ahurissant demandé par son art. Whiplash ne se limite d'ailleurs pas au seul domaine de la musique, concernant les sacrifices requis dans une quête d'excellence, et l'identification pour le héros bat son plein tant il est facile de comprendre sa démarche, aussi maso semble-t-elle. I think being the greatest musician of the 20th century is anybody's idea of success. Dying broke and drunk and full of heroin at the age of 34 is not exactly my idea of success. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. Ah, but your friends will remember you. That's the point. None of us were friends with Charlie Parker. That's the point. Et si le film de Damien Chazelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à Noël, ce n'est pas seulement pour sa peinture bien sentie du rapport maître-élève ou autre, mais bel et bien pour la maestria totale avec laquelle le réalisateur emballe le tout. Un découpage cinématographique et par essence musical, puisqu'il repose sur des questions de rythme et de tempo, ce qu'a parfaitement compris le jeune cinéaste, tant sa mise en scène embrasse totalement son sujet pour le sublimer et lui donner une énergie dévastatrice. Filmant chaque morceau, concert et court avec le professeur comme un véritable combat de boxe où les points sont remplacés par des coups de batterie, Chazelle parvient à capturer l'intensité de la musique jazz, sa dualité ou son caractère suave et électrique, tout comme il nous fait rendre compte du boulot colossal pour sortir de telles chansons. Il n'est pas seulement question d'être réglé comme un métronome pour jouer chaque note au moment voulu, le jazz étant une musique chaude, sensuelle et profondément organique. Le montage va dans ce sens, chaque cut accompagnant la musique avec une évidence folle, produisant au final un cinéma totalement sensoriel et viscéral. De la même manière qu'une image vaut parfois 1000 mots, la musique est capable de provoquer des sensations que rien d'autre ne saurait décrire, et Whiplash use du mariage des deux pour faire bouillir le spectateur de l'intérieur, en lui donnant une dose d'adrénaline surpuissante. Au final, on a l'impression d'être à la place de Miles Taylor derrière sa batterie, de sentir notre cœur battre la chamade et de partager ce mélange d'émotions contradictoires, où le plaisir pur provient d'une frustration totale, d'une colère profonde et d'une envie de faire tomber les murs par la seule force de son instrument. Pour se rendre compte à quel point la réal est monstrueuse, il suffit tout simplement d'écouter la musique du film après l'avoir vu, sans les images donc, et là vous allez voir, la musique est géniale, mais il manque ce truc que vous avez devant la salle et qui fait que putain, mais t'es en ébullition devant le film quoi. Personnellement, j'étais en transe. J'étais en transe totale. Ready? Okay. 5, 6, and... Je pourrais m'épuiser des heures durant à essayer de vous expliquer l'expérience vécue devant un tel film, comment ce jeune cinéaste parvient à produire une œuvre sensitive à l'extrême qui vous fait vrombir la moindre parcelle de votre corps, mais au final tout cela serait vain, car Whiplash fait partie de ces œuvres qui se vivent plus qu'elles ne se regardent. Que vous soyez fan de jazz ou non n'est même pas la question, on est face à du cinéma dans ce que ça a de plus foudroyant et galvanisant, de ces films qui vous font sentir vivant. Alors faites-vous ce magnifique cadeau et foncez voir Whiplash au cinéma, car c'est tout simplement l'un des plus grands films jamais réalisés sur la musique. Autant dire qu'à côté ça paraît peu, mais ça méritait quand même, hein. Les téléphones portatifs sont interdits. Vous avez le droit aux calculettes. Et au compas. Bon, allez, feu, 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 feu. Et nous voici dans la troisième partie de l'émission avec notre ami Bastien Rénal. Bonjour Bastien et bienvenue. Bonjour Victor. Tu fais des vidéos sur l'internet YouTube, sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran, et si vous n'avez pas le temps de le lire, on le remettra en fin d'émission, c'est super. Et je t'avais demandé de venir, tu avais une mission quand même, faut le préciser, de venir pour cette émission spéciale de Noël, et de nous ramener un film un petit peu inattendu, voilà, une espèce de surprise sortie de la haute. Ouais, effectivement. Tu m'as dit d'amener un film de Noël. Est-ce que tu l'as fait? Du coup, j'ai trouvé un film, déjà français. Oh, Et qui ne parle pas Quota du film tout de Noël. français de l'année, ça c'est fait. Ça c'est fait, on est posé. Voilà, merci. Mais ça me fait plaisir, tu vois, c'est pour ça, je me suis dit j'allais venir avec quelque chose. Je crois que ça fait plaisir au cinéma français aussi d'être représenté dans cette émission avec
à toute épreuve. Ça je le kiffe ton gars. Lourd. Alors, qui n'est pas un film de fusillade, attention. C'est un film avec beaucoup moins de fusillade et beaucoup plus de la fouine. Mais qu'est-ce que ça parle? De quoi que ça parle? Eh bien, tout simplement, à toute épreuve, ça parle d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une fille de sa classe et qui décide de la suivre en Angleterre, mais pour cela, il doit avoir son bac, mais il a des notes assez catastrophiques. On donc peut le dire, c'est avoir... un peu un glandule en termes de cours. Très légèrement, très légèrement. Et du coup, il va avoir la bonne idée d'aller braquer directement le bac. Les sujets du bac. Les sujets du bac, tout à fait. Pour pouvoir le passer plus facilement et ainsi pouvoir partir en Angleterre avec sa donzelle. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que, enfin je sais pas toi, mais moi quand j'avais vu la bande-annonce à l'époque du film, j'avais un peu flippé en me disant encore une comédie à la con, tout à fait, encore un truc français qui sent un peu du derrière, on va dire. C'est ça. Et en fait ce que j'avais pas remarqué, c'était que c'était le nouveau film d'Antoine Glossier qui avait réalisé La Traque. Alors j'aime pas forcément La Traque, mais c'est quand même quelqu'un qui vient du cinéma de genre et qui a priori une certaine idée du cinéma. Et en fait, je m'étais bien trompé, parce que effectivement, grâce à toi, j'ai vu à toute épreuve, et ma foi, c'était pas si mal. C'était même fort sympathique, on peut le dire petite peut-être. Comédie. Alors, faut le dire, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est revendiqué comme une grosse comédie pop. Ouais. Et ça en dégueule sur tous les bords. Voilà, si vous aimez les références pop, c'est une espèce d'avalanche d'1h30 où il y en a partout. En fait, c'est un des premiers trucs qui est hyper attachant avec le film, c'est que déjà dès le générique, on a une espèce de générique en comics où notamment le nom du réalisateur arrive un peu comme le logo Marvel Studios. Ouais. Et surtout pendant tout le film, voilà, il y a une espèce de déclaration d'amour à tout cet univers pop avec. C'est ça. Je dirais qu'au niveau de la réal, même au niveau de la réal, c'est super dynamique, c'est... Ouais, ça m'a fait penser à un peu de dessiner la manière dont c'est... au niveau des cadrages et tout ça, j'ai trouvé... Enfin, au niveau du rythme, bon, sans égaler Edgar Wright ou autre. C'est ce que j'allais dire, moi ça m'a fait un chouïa penser. C'est ça. Ton proportion gardée. Voilà, on est bien d'accord, mais voilà. Un cinéaste français qui cite Edgar Wright, c'est quand même pas mal. Hein. Ça le mérite d'être salué. Non, et en plus, surtout, en fait, tout ça, ça se reflète vachement sur le film, qui est... en fait, tu sens l'envie de faire une vraie comédie française, très ancrée dans notre folklore national, mais avec un côté hyper américain. C'est ça. Tout à fait, ouais, je ne sais pas comment enchaîner là-dessus. On va s'en sortir. Hein? Tu vois, par exemple, ne serait-ce que dans la représentation des fêtes du lycée, alors que c'était impressionnant dans un film américain où ils ont tous les gobelets rouges, ils boivent de la bière. Alors tu te dis, bon, en fait, c'est là aussi pour moi où j'ai un petit clivage avec le film, c'est que d'un côté, tu vois la culture dont il s'inspire et c'est cool de voir ça. Mais il y a toujours le problème, c'est que c'est un film français, alors je pense aussi que c'est une question de culture et de langage, mais ça marche pas toujours. C'est-à-dire que notamment l'acteur principal, je le trouve pas toujours très juste. C'est vrai. Bon, au niveau des ados, on va dire qu'il y a par moment il y a un peu de tout. Ça passe ou ça casse. Mais ils ont une légère tendance au surjeu, on va dire. Voilà, et c'est que... qui parfois sert le film, comme le dessert. C'est un film un peu barré, tu sens qu'ils sont pas complètement à l'aise avec ça, parce que c'est pas dans notre culture tout simplement, quoi. Tout simplement. Mais quand même, ils s'en sortent avec les honneurs, je trouve quand même. Et ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Bah, surtout qu'ils sont, tu l'as précisé en début, ils sont aidés par des rôles un peu prestige, dont La Fouine et Marc Lavoine. C'est-à-dire que déjà, avec le casting, c'est quand même un problème de voir les deux ensemble. Et ça marche. Ça marche bien, ça marche très très bien même. La Fouine est étonnamment très drôle. On peut le dire, il est bon. Il est drôle. Déjà ça, il est drôle, c'est tout. Et ça marche super bien. Il est drôle. Espèce d'amateur. Et Marc Lavoine aussi, qui est le proviseur. Qui joue le proviseur du lycée et qui est très drôle et qui est à fond dans le rôle et qui a l'air d'avoir tout compris ce qui se passait dans ce film. C'est ça, c'est que c'est marrant de voir ce mec-là qui est quand même un type dont les films précédents nous intéressaient pas forcément, et de voir le mec qui arrive dans ce genre de cinéma et qui est complètement à l'aise parce qu'il y va à fond. Arrête. Et putain, je pensais pas dire ça de Marc Lavoine un jour quand même, mais ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre. Non seulement il a les yeux revolver, mais en plus il est drôle ce con. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le film peut être un peu trash par moment, mais il tombe jamais trop dans le... Je trouve qu'il arrive toujours à garder une certaine limite dans sa connerie, on va dire. Ouais, non, il aurait pu tomber dans les travers encore plus trash. Il est jamais vulgaire. C'est ça, il est jamais vulgaire. Toujours un peu trash. Toujours un peu sur la limite. C'est ça, mais jamais vulgaire. Et je trouve que ça, c'est déjà pas mal. Où en France, on a tendance, dès qu'on parle de teen movie, allez, plein droit dans le grave bleu, voilà, je suis des bites, on va très vite, quoi. Voilà, alors que là, je me trouve étonnamment sage à ce niveau-là. Confession intime, Sébastien. Voilà, on tombe très vite. Je suis content d'être ce canapé pour en parler de problème. Ce que ne fait pas à toute épreuve, donc. Voilà, tout à fait, qui est toujours sur le film, mais qui tient comme ça, jusqu'au bout, toujours à pencher de temps en temps, mais il tient le truc jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça au final qui est chouette, c'est que c'est une comédie populaire qui parle quand même, qui parle à son public, à savoir les adolescents de notre époque. Donc c'est à fond aux réseaux sociaux, machin, tout bidule.
Mais c'est plutôt bien fait. On sent que Antoine Blossier doit pas être très très vieux déjà. Donc Ouais, et en même temps, justement, je pense que c'est un film qui a une certaine nostalgie de ça. Et donc qui s'adresse un peu à tout le monde, tu vois, si tu peux emmener, tes parents parce que le film n'est plus là, comme ça, mais tu peux le voir avec tes parents, ils y trouveront un certain intérêt entre guillemets. Ouais, tout à fait, ouais. Ça pourrait les faire marrer, ils essaieront peut-être de comprendre ce que fait leur gosse dans leur chambre, peut-être c'est un truc qu'ils se reconnaîtront sûrement. C'est des sacrées questions. C'est des sacrées questions. Qu'est-ce que je vais te mettre, ma salope? Je suis méchante. Tu vas goûter à Yannick? Vas-y, astique-toi. Oh oui, montre-moi ton gros goulag. C'est qui ce salope? Grégory, là. Ah, merci. Il y a un truc aussi qui est très rare en France qu'on voit pas trop, c'est que pour une fois, les personnages ont une évolution durant le film. Une évolution qui est logique, bon, qui peut paraître un peu déjà vue, on va dire. C'est un peu mécanique dans l'écriture. C'est un peu mécanique, on va dire. Mais les persos ont une évolution, une ligne directrice qui tiennent jusqu'au bout. Et ça, c'est rare, ou souvent dans les films, on désamorce le moindre truc très rapidement, dans les films français surtout. Au niveau des personnages, on se fait pas chier, on s'en fout de leurs problèmes. Ouais, surtout que là, tu sens que c'est vraiment pris en compte dans le film. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pris en compte dans la narration du film, que le personnage évolue, tac tac, il découvre de nouvelles choses, et à la fin, il sort de son voyage, il a découvert de nouvelles choses. Il a changé. C'est devenu un homme. Il a changé, c'est ça. Et pour une fois où on a un film français, un teen movie, qui n'en a pas rien à foutre de ses personnages, je trouve que ça fait plaisir. Et qui accorde un peu de crédit à des adolescents. Ça c'est cool, qui les prend pas juste pour l'impression qu'on a dit un gros mot pour le cinéma français d'ailleurs. Attention, waouh. Putain, c'est génial, je suis tellement contente. Moi je t'avoue, sincèrement, tu m'en as pas parlé, j'aurais sûrement jamais vu le film, mais et même s'il est imparfait parce que tu sens normalement qu'ils sont quand même pas tous super à l'aise avec le truc. Mais ça reste blindé de bonnes intentions et juste pour ça, c'est suffisamment rare en France pour être salué. Dans l'exécution, c'est quand même assez prometteur. Et c'est très propre même aussi. Là où la track, son précédent film, donc il avait rien à voir parce que c'était un survival avec des sangliers, qui était vraiment un premier film avec des petits défauts de découpage, notamment la bête c'était moche. Là, c'est quand même exécuté avec une certaine classe, quoi. C'est-à-dire que il y a des trucs assez chiadés, même dans son découpage, tu sens qu'il a quand même un minimum d'ambition. C'est pas que du plan fixe chiant, quoi. C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut saluer, parce qu'à la base, quand même, le projet, ça a tout. Très français. Bah ouais, mais surtout que sur le côté américanisé, un truc français, moi c'est ça. Je sais pas si tu te souviens, un truc qui s'appelait Fou. Oh oui. Il y a déjà 10 ans, mais qui était une catastrophe. Ça c'était magnifique. Que tout le monde a oublié. Bah moi, si tu veux, j'avais un peu peur de ça, quoi. Une espèce de syndrome. On essaie de faire un truc cool, mais c'est le truc le plus has-been du monde. On avait pas eu aussi en période American Pie, il me semble qu'il y a eu un Sexy Boys. Oui, un truc comme ça. On a remplacé la tarte par un gant avec des spaghettis. C'est ça. C'est très traumatisant d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors je sais pas si je crois que ça va pas très bien marcher en salle, mais non malheureusement, mais en plus il est sorti dans une période assez compliquée. Il s'est pris Transformers de Dragon 2 sur la gueule, donc voilà. Il a souffert pour lui quoi, même si bon stratégiquement c'était pas mal, sortir après le bac, on va dire allez. C'était une idée quoi, il y avait un concept. Il y avait une idée, j'ai marqué tout, on penche un peu. J'ai livré un résultat moindre, mais il y avait une idée. Vas-y laisse tomber de toute façon. C'est plus ma guerre tout ça. Voilà, donc ouais, si, allez voir à toute épreuve, enfin louez-le ou achetez-le, vous passerez un bon moment, ou offrez-le. Comme ça vous pouvez le voir en même temps. À des petits ados, voilà, si vous assumez pas de l'acheter pour vous-même. Mais vous passerez assurément, je pense, un bon moment, à défaut peut-être d'être mémorable, mais un bon moment, et ça pour le cinéma français c'est déjà pas mal. Voilà, c'est suffisamment rare pour être noté. C'est ça, voilà, enjoy. C'est un remake de 69. 68. Quoi? Mais 68, pas 69. Peut-être que ça y est, en fait, on peut arrêter l'émission parce que sinon on a l'émission ultime en fait. Je crois que c'est bon, c'est fini. L'émission s'est terminée. Merci à tous d'avoir suivi pendant toutes ces années. Et c'est la fin non seulement de l'émission mais de l'année, c'est très triste. Mais on a quand même fini avec des bons films et ça c'est chouette puisqu'on a tout d'abord parlé de Predestination, donc juste marqué Prédestination en français avec un accent, hein, ça change tout. Voilà, petite série B un petit peu inattendue mais ma foi assez ambitieuse. Un petit peu limite sur les bords, mais c'est aussi ça que c'est intéressant. Et puis moi je trouve que Ethan Hawke c'est toujours un mec cool dans les films comme ça, donc c'est toujours cool de voir Ethan Hawke. Donc pour Ethan Hawke et pour le film, ça mérite le coup, et notamment de le voir sur le sapin, parce que je pense que c'est le film à revoir quand même un paquet de fois pour en déceler tous les mystères. Ensuite, Tracto Média Ultime claque dans la gueule, Whiplash, n'ayez pas peur des mots. Voilà, ça défonce, allez-y avec toute votre famille, votre grand-mère. Tout le monde va ressortir euphorique, c'est vraiment monstrueux, donc le 24 décembre, ça tombe bien, c'est Noël. Si vous savez pas quoi faire en attendant les petits cadeaux, allez au cinéma et allez voir une plage parce que vous allez prendre une claque dans la gueule. Et enfin, à toute épreuve, ma foi, teen movie français, ma foi, fort sympathique, réalisé par Antoine Blossier,
qui ressemble à un vrai réalisateur et qui fait du coup un vrai film qui ressemble à du cinéma. Voilà. C'est en France. Un film avec un minimum d'ambition à mise en scène et en plus pour des ados, ce qui est quand même doublement rare. Donc ouais, une petite comédie à rattraper en DVD et Blu-ray, et pourquoi pas sous le sapin. Et enfin, puisqu'on parle de choses sous le sapin, dernière BD dont on va parler cette année, Elektra, qui sort chez Panini Comics, qui vient de se lancer dans une nouvelle collection où il réédite des histoires qui sont devenues cultes et ultra célébrées pour certains personnages. Elektra y passe, alors c'est juste écrit par Frank Miller et dessiné par Bill Sienkiewicz. Sienkiewicz, très compliqué à dire. Voilà, donc Frank Miller, c'est quand même l'un des types qui a complètement redéfini le personnage et qui lui a donné ses lettres de noblesse avec cet ouvrage. Donc voilà, ça fait toujours bien sous le sapin, en plus très joli, puis voilà, c'est un beau bouquin, donc il y a dur. Ça fait... il y a la colle dure, hein. Ah, t'as vu la lecture, ça fait de la lecture, hein. Ça fait lecture, quoi. Voilà, Bastien, merci beaucoup d'être venu. Et bien merci à toi. On rappelle que tu fais des vidéos sur YouTube, alors le lien de la page apparaîtra ici en bas de haut, c'est magnifique, oh putain, c'est beau. Super. Et allez-y parce que c'est drôle, c'est bien, et tu parles bien de bons films, donc c'est chouette. Bah merci, j'essaie en tout cas. Bah c'est compliqué, hein. C'est compliqué, dur, mais on se serre les couilles. Mais on a bon espoir pour 2015. Oh oui. Et on se retrouve du coup en 2015 pour des films qui risquent de nous ravaler la gueule, mais ça on verra très bientôt. Donc portez-vous bien, passez une bonne fête de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine. Bisous. Ciao. Tu as la miniature pour la vidéo. C'est ça qui est bien avec Noël, c'est que tu as toujours l'air con. Ouais, mais c'est normal, il faut. Ça fait partie de l'esprit de Noël. En fait, tu te rends compte que les chats ils pètent un plomb parce que dès que tu bouges, ça fait ça. Et tu te rends compte à quel point les animaux qui ont des clochettes pètent un câble. C'est quand même super oppressant. Dès que tu bouges, c'est un truc qui te rend complètement con. Je crois que tout a été dit. T'as tout dit. Mais bien sûr, c'est évident. Oh, tout est prêt avant. Bah, tout est prêt.